Alors donc Pascal, tu connais bien cette famille des guides, cette famille compagnie. Alors tu as connu plusieurs générations de guides. Est-ce que tu penses qu'il y a une évolution dans le fonctionnement de la compagnie des guides de Saint-Gervais entre l'époque de ton père et de ton grand-père et aujourd'hui? Alors, en fait, il y a deux choses dans la question que tu poses. Il y a le fond et la forme, comme toujours. La forme, bien évidemment, s'il n'y avait eu aucune évolution, je pense que la compagnie des guides de Saint-Gervais n'existerait plus. Sur la forme, la compagnie des guides est une petite entreprise, une entreprise artisanale qui est contrainte de s'adapter aux demandes de la clientèle, au mode de fonctionnement du moment, au mode de communication, au mode d'échange. Donc sur la forme, il y a eu des adaptations, il y en a encore, et c'est en perpétuel mouvement, parce que rien n'est figé et que tout change. Donc je pense que sur la forme, on s'est plutôt bien adapté. Pas toujours au bon moment, des fois avec un peu de retard, parce que les guides sont plus des gens de terrain que des gens de bureau ou d'organisation intrinsèque. Donc je pense que l'adaptation à la forme est pas trop mauvaise, pas toujours très réactive et pas toujours très rapide. En revanche, sur le fond, je reste à peu près convaincu que rien n'a changé. Rien n'a changé, pourquoi? Parce que on a la chance de faire découvrir des sites et des endroits qui sont exceptionnels. On a la chance de faire à des gens des choses qu'ils n'imaginaient jamais faire. On a la chance de leur faire partager notre monde. On a la chance de leur faire connaître notre culture montagnarde. Quand je dis culture montagnarde, je suis assez attaché à ce point-là parce que être guide, bien sûr que c'est être d'un bon niveau technique, bien sûr que c'est être capable de faire des choses difficiles, bien sûr que c'est être capable d'emmener des gens partout et de les ramener, bien sûr. Mais c'est aussi être capable de faire partager ce qu'on sait sur la montagne. Comment on approche la montagne? Qu'est-ce qu'on fait quand il fait mauvais temps et qu'on ne peut pas faire le projet en haute montagne qu'on avait prévu? On peut faire des choses dans la moyenne montagne qui sont magnifiques, qui sont différentes. Aller dans des chalets d'alpage, faire un feu, partager quelque chose avec un berger local ou des choses comme ça. Ça, c'est la culture montagne, parce que si on ne connaît pas ça, on a du mal à comprendre la haute montagne. Et donc, je reste attaché à la culture montagne, et je suis à peu près convaincu que cette culture montagne, elle existe depuis l'origine. Et je crois aussi qu'en tant que compagnie ou bureau attaché dans une haute vallée de montagne, on a un privilège, on a le privilège géographique, pour le coup. Ce privilège, il nous permet d'être sur un territoire et un terroir qu'on connaît parfaitement. Et ça, je considère que c'est un véritable avantage, un véritable privilège, et il faut qu'on en soit conscient, et il faut surtout qu'on ait cette capacité à le partager avec nos clients. Alors on sait que la compagnie des guides regroupe deux entités, Saint-Gervais et les Contamines. Donc cette compagnie des guides s'applique sur toute une vallée. C'est ça qu'on peut qualifier de solidarité montagnarde? C'est une forme de solidarité montagnarde. Il y a un volet historique pour le coup sur ces deux bureaux qui est un peu chaotique puisque à l'origine la compagnie des guides était basée à Saint-Gervais et beaucoup de guides des Contamines venaient au bureau des guides de la compagnie à Saint-Gervais. Puis le souhait était d'établir un bureau aux Contamines dans ce village où il y a quand même une activité montagne importante, ce qui était une bonne idée. Et puis il y a eu historiquement des périodes de tension, des périodes de rapprochement. C'était toujours un peu chaotique, mais je pense qu'on a quand même réussi à maintenir ce lien dans cette petite vallée, ce petit Val Montjoie qui fait 8 km de long et où il y a deux villages très ancrés dans la montagne. Il me semble vraiment important qu'on maintienne ce lien et vraiment important qu'on partage ces choses-là. Les guides des Contamines ne sont pas différents des guides de Saint-Gervais, la clientèle non plus. Je crois qu'on répond à une demande en étant présent dans les deux villages et je crois aussi qu'on est capable à faire des choses ensemble. Donc on l'a compris, le rapport entre les guides de la vallée est assez important, est assez présent. Et qu'en est-il autour du Mont Blanc? Y a-t-il une vision commune de la montagne entre Chamonix, Saint-Gervais et Courmayeur, ou est-ce qu'il y a une frontière entre les différents pays et les différentes communes? Alors, comme j'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises, ayant historiquement été aussi adjoint au maire, je comprends très facilement qu'il y ait des divergences et des différences importantes entre les municipalités au pied du Mont Blanc.
Les enjeux ne sont pas forcément les mêmes, les objectifs ne sont pas forcément les mêmes, et je comprends qu'il y ait des divergences, et je crois qu'il faut travailler à les réduire pour trouver un chemin commun. Mais concernant le monde de la montagne, et notamment le monde de la haute montagne, à mon avis, il n'y a pas de divergence. Un guide est un guide. Quand on est en montagne, on est en montagne. Et que le guide soit de Courmayeur, de Chamonix, de l'autre bout du monde, de Saint-Gervais ou de je ne sais pas où, un guide, c'est un guide. Tu le sais très bien, quand tu arrives en montagne à 2 h du matin, qu'il fait nuit, que tu as juste une petite lampe et que tu vois d'autres lampes et que finalement tu te rends compte qu'une de ces lampes c'est un guide, bah effectivement c'est plus tout à fait pareil. La montagne n'est plus tout à fait la même s'il y a d'autres guides à côté de toi. Un guide c'est un guide. C'est très particulier mais c'est comme ça. Et donc pour répondre à ta question, sur le Mont Blanc, sur l'approche du Mont Blanc, sur le massif du Mont Blanc, il n'y a pas de différence fondamentale entre tous les guides qui sont sur ce massif-là. Il y a ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a des différentes façons d'être guide, mais tout le monde a le droit de vivre, tout le monde a le droit de s'exprimer. Il y a des guides qui sont passionnés d'héliski, il y en a qui ne veulent pas entendre un moteur dans la montagne, et les deux ont raison. Et le principal est que tout le monde a le droit de vivre, et tout le monde a le droit d'emmener ses clients dans la montagne. Donc il faut trouver des modus vivendi qui permettent l'accès de la montagne à tout le monde sans aller vers des conflits. Mais je reste convaincu que quand même le monde des guides, sans dire que c'est un monde de bisounours, le monde des guides est un monde qui est probablement capable de trouver un moyen terme pour cohabiter sur le Mont Blanc. Alors Pascal, une question à un guide, est-ce que tu peux nous raconter un bon souvenir en montagne? Qu'est-ce qu'un bon souvenir en montagne en tant que guide? Ça, c'est la première fois qu'on me demande. Je savais que ça te plairait. Un bon souvenir, ce qui est difficile, c'est d'en trouver un. Des bons souvenirs, il y en a des centaines, des centaines, des centaines. Dans ma logique de l'approche du métier de guide, j'en citerai un bien particulier qui n'a pas beaucoup de relation avec l'exploit sportif, mais qui reste malgré tout un très bon souvenir professionnel pour moi. J'ai fait beaucoup de montagnes avec une famille complète, avec les parents, les enfants, les amis des parents, les amis des enfants, les cousins, les neveux. C'était une grande famille, on était plusieurs guides à travailler ensemble pendant longtemps. Et la mère de famille était une dame relativement âgée, assez forte, pas très sportive, et qui ne faisait jamais de montagne ni d'escalade. Et on emmenait toujours tout le monde, le père, les enfants, tout le monde, et elle s'occupait de toute la logistique. Et elle était toujours un peu pénalisée, elle faisait un peu de marche, mais pas grand-chose. Et un jour, je lui ai dit, mais pourquoi tu ne fais pas un peu d'escalade? Elle m'a dit, mais je ne peux pas faire d'escalade, tu vois bien comme je suis. Et je lui ai dit, mais si, on va essayer. Donc on a commencé à faire un peu d'escalade, on a fait des écoles, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et puis après, je lui ai dit, ben maintenant, on va aller faire une course de rocher. Alors elle m'a dit, oh, mais j'arriverai jamais. J'ai dit, mais si, on va faire. Donc je l'ai emmené, on a fait une toute petite course. On est allé à l'Index, on a fait l'arête sud de l'Index. Donc l'exploit, c'était déjà d'aller au pied. Puis ensuite, on a fait notre course d'escalade. Et ensuite, on a fait le rappel et on est rentré. Et là, elle m'a dit, jamais de ma vie, je pensais pouvoir faire quelque chose comme ça. Ça, pour moi, c'est un de mes plus beaux souvenirs de guide. Alors il y en a d'autres sur des choses plus dures, mais c'est quand même cet esprit-là qui reste marqué pour moi. Alors on a commencé avec une touche un peu historique, avec les 150 ans de la Compagnie des Guides. On va finir avec une touche historique aussi. On fête les 150 ans du début de la Première Guerre mondiale. On sait que les guides de Saint-Gervais ont payé un lourd tribut dans les tranchées. Et je crois savoir que ton grand-père a participé à cette boucherie. Est-ce que tu peux nous raconter un peu son parcours assez particulier? Oui, en tout cas une partie de son parcours. Donc mon grand-père était originaire de Motivon, un petit village au-dessus de Saint-Gervais, avec un père et un oncle qui étaient des bûcherons et qui faisaient du bois. Et très vite, par son activité physique, il a été intéressé par aller avec les guides de l'époque comme porteur pour les aider et les muletiers. Donc il a fait cette démarche et il a fait sa formation dans ce cadre-là avec les guides de l'époque et les muletiers. Puis relativement vite, il est devenu guide. Je crois dans les années 1900, il est devenu guide et très vite, il a eu sa clientèle. Il a fait des choses bien pour l'époque, assez intéressantes, variées, toujours
Toujours, je dirais, avec un grand sérieux, avec un vrai souci d'être à la hauteur du service. C'était quelqu'un de très consciencieux. En tout cas, c'est comme ça qu'on me l'a décrit, puisque moi, je ne l'ai pas connu, malheureusement. Et puis en 1914, il était un guide très apprécié et respecté sur la commune. Il est, comme beaucoup d'autres, parti appelé pour la guerre de 14. En 1916, il a été blessé dans les tranchées, il a reçu une grenade, il a eu les 2 jambes coupées et donc il a été sauvé par un médecin allemand qui l'a protégé et qui l'a fait évacuer. Et puis en 1918, il est revenu ici dans un fauteuil roulant puisqu'il n'avait plus de jambes. Donc bien évidemment, il n'a plus exercé son métier de guide, mais les guides de l'époque, la compagnie des guides, lui ont proposé une place de guide-chef. Donc c'est lui qui était au bureau des guides et qui organisait le travail, qui gérait la compagnie des guides, qui essayait de garder une vraie équité entre tous les guides, un vrai équilibre dans la distribution du travail. C'était un peu le garant du bon fonctionnement de cette compagnie à partir de 1917-18. Voilà. Donc c'est vrai que c'est un épisode douloureux comme presque toutes les familles de France en ont connu. Une dernière question pour finir sur la transmission et le métier de guide. Pascal Chaplan, 4e génération de guide. Tu es un petit garçon. Est-ce que ça te ferait plaisir qu'il s'oriente vers la montagne ou tu penses que ce serait bien qu'il parte sur autre chose? Ça me ferait plaisir, bien sûr que ça me ferait plaisir. Oui, oui, ça me ferait très plaisir pour répondre directement à la question. Mais ce qui me ferait surtout plaisir, c'est qu'il fasse quelque chose qu'il aime. Parce que je pense que quand on fait quelque chose qu'on n'aime pas, c'est terrible. Et quand on fait quelque chose qu'on aime, c'est très facile. Donc s'il aime le ski et la montagne et les grands environnements, la nature, parfait, qu'il le fasse. Mais s'il aime autre chose, ben, il fera autre chose. Le point clé, c'est qu'il fasse quelque chose qu'il aime. En tout cas pour moi. Donc pour conclure, un bon guide, c'est un guide qui aime son métier. Alors, un bon guide, c'est bien sûr un guide qui aime son métier, mais je crois que les guides, c'est un peu comme les pilotes d'avion. Un bon guide, c'est un vieux guide. Parce que celui qui a réussi à traverser le temps en exerçant son métier de guide toute sa vie, je pense qu'il ne peut pas être mauvais. C'est pas possible.